La santé mentale est un sujet absolument essentiel aujourd'hui pour tous les leaders, surtout avec nos modes de vie actuels hyper connectés, individualistes et plutôt sédentaires. Alors aujourd'hui sur le podcast, avec Virginie Baudet et Alice Gritham, les deux coachs de mon équipe, on vous propose une discussion passionnante qu'on a eue autour du leadership et de la santé mentale. Et de la santé physique aussi d'ailleurs, car on ne peut séparer les deux. On vous parle de symptômes émotionnels et physiques et de tous les indicateurs qui peuvent vous alerter. Et puis surtout, on vous donne des clés pour aller mieux. Et j'ai hâte de partager ça avec vous. Bienvenue sur Sensée, anciennement Femme Ambitieuse, le podcast qui parle aux femmes de leadership, d'impact positif et de bien-être. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy et Master Coach. Avec mon équipe, notre mission est d'aider les femmes à se libérer des injonctions stressantes pour se connecter à leur cœur, vivre plus sereinement et exercer leur leadership avec impact dans leurs fonctions. Vous écoutez l'épisode 6 de Sensée et aujourd'hui, avec Virginie Baudet et Alice Gritham de l'équipe de coach de Coach Happy, nous vous parlons de leadership et de santé mentale. Alors, on a choisi ce sujet ensemble, notamment parce que c'est la journée mondiale de la santé mentale, le 10 octobre. Elle est célébrée chaque année et elle a pour objectif de sensibiliser aux problèmes de santé mentale dans le monde. Alors, on s'est dit qu'on allait faire notre part et nous voilà réunis toutes les trois pour vous parler du lien entre le leadership et la santé mentale. Alors, pour démarrer, on a regardé quelle était la définition de l'OMS de la santé mentale. Alors, je vous donne cette définition. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc, c'est quand même très intéressant de voir que si on regarde la définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé, il parle de la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, avant de passer la parole à Virginie et à Alice, ce que je voulais noter, c'est que c'est pas parce que on n'a pas une maladie mentale qu'on est en pleine santé mentale. La santé mentale va bien au-delà de ça. Elle représente bien plus que l'absence de troubles mentaux. Et elle fait vraiment partie intégrante de la santé. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. Alors, bienvenue Virginie, bienvenue Alice. Je suis super contente de vous avoir avec moi aujourd'hui. Et peut-être que vous voulez dire un petit mot. Écoute, on est ravis aussi. Bienvenue, bonjour à toutes. Bonjour à toutes, très contente d'être ici pour parler d'un sujet ô combien important. Alors, je sais que vous aviez des choses à ajouter, en plus de la définition officielle sur la santé mentale. Donc, Alice, je te laisse la parole. Oui, merci Jenny. Alors, je trouve ça super intéressant quand tu dis que la santé mentale fait pleinement partie de la santé, tout simplement, parce que je trouve que c'est pas souvent le ressenti qu'on peut avoir. Moi, je trouve qu'on est dans une société qui sépare trop la santé physique et la santé mentale, justement, alors qu'elles sont étroitement liées. C'est vrai que, par exemple, je trouve que pour une blessure physique, on va très facilement chez le médecin. Mais quand on a une souffrance émotionnelle, c'est beaucoup plus dur d'en parler, d'aller voir quelqu'un. Bien souvent, on ne sait même pas qui aller voir, à qui en parler. Et donc, on va rester avec son mal-être qui, finalement, mérite la même attention, quelque part, qu'une blessure au coude ou ailleurs. Donc, moi, j'ai l'impression que cette idée qu'il faut être forte, qu'il ne faut pas parler de choses qui fâchent, entre guillemets, qu'on peut avoir reçues en vivant et en grandissant dans notre société, finalement, va poser problème et va bien souvent venir nourrir ce mal-être qu'on est beaucoup à ressentir une ou plusieurs fois dans notre vie. Merci Alice, je partage tout à fait ton analyse. Et effectivement, moi, dans la notion de la santé mentale,
je rajoute aussi cette dimension du bien-être corporel, tout simplement parce qu'en fait, on n'est pas et on ne sera jamais un petit cerveau qui se baladera en totale autonomie sur ses jambes. Et de mon côté, je le reconnais, j'ai mis 40 ans, plus de 40 ans à reconnaître ça. Mais aujourd'hui, j'en tiens vraiment compte dans mon quotidien et dans ma vie, et ça fait quand même une sacrée différence. Donc c'est vraiment un peu le fameux un esprit sain dans un corps sain. Après, tout reste à voir sur la façon dont on se l'approprie, à mon sens, pour ne pas que ça devienne encore une énième injonction sociétale à respecter qui, pour le coup, va aller vraiment à l'encontre, je pense, de la santé mentale. Alors, à votre avis, en quoi la santé mentale est-elle essentielle et précieuse dans un rôle de leadership ? Qu'est-ce que ça change ? Alors, ça change énormément de choses, à commencer par l'accès qu'on peut avoir à ces ressources internes les plus précieuses. Et quand je dis ça, je pense à la créativité, à la clarté et aussi à la prise de décision. Donc finalement, quand on est en équilibre, entre guillemets, mental, on peut réfléchir plus calmement et aborder les situations complexes avec une vision élargie. Et donc, ça permet non seulement de trouver des solutions peut-être innovantes, mais aussi d'exploiter finalement ses compétences. Pour moi, dans le leadership, il y a cette capacité à voir au-delà des obstacles immédiats, à penser stratégiquement et à rester centré, même en période de stress. Et quand on est bien finalement dans sa tête et avec ses émotions, ça permet justement ça. Ouais, tout à fait, Alice. Pour moi aussi, c'est ça qui va être hyper important. C'est-à-dire que, en fait, si la santé mentale est essentielle à notre vie tout court, elle est forcément aussi dans notre leadership. Et moi, je te rejoins sur le fait qu'une personne qui prend soin de sa santé mentale, elle va être beaucoup plus posée, elle va se sentir plus en confiance, du coup, elle sera plus ouverte. Et ça va se voir au travers de son équipe, ses collaborateurs, mais aussi ses N+1, ses clients. Enfin, ça va vraiment résonner et participer en fait à une bonne dynamique de travail collectif. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se ressent et qui va avoir qui va générer un leadership à impact positif. Par exemple, pour moi, c'est quand Jenny, tu nous écoutes. Et tu prends la décision de suivre nos idées, même si tu ne sais pas encore si ça va payer et que tu en supportes le risque. En fait, c'était une capitaine du navire qui tire la barre quand tu fais ça. Et ça apporte de la stabilité et de la sécurité à toute l'équipe. Merci Virginie pour ce magnifique témoignage. Donc ça, c'est quand je suis en pleine santé mentale, n'est-ce pas ? Et comme je suis humaine, il y a des jours avec et des jours sans. Alors, moi, j'ai vraiment réfléchi à ça et puis je me suis dit, vous avez sans doute, toutes qui nous écoutez, déjà fait l'expérience d'un ou d'une manager épuisée, d'un ou une manager sous pression, ultra stressée, mais vraiment à l'extrême, et puis ça dure. Et si vous en avez fait l'expérience, vous avez sans doute noté que dans ces moments-là, c'était certainement pas une ou un bon leader et bon manager, que c'était compliqué de discuter avec cette personne, c'était compliqué pour elle de prendre des risques, c'était compliqué pour elle de prendre des décisions, c'était aussi compliqué de lâcher du lest. Par exemple, vous avez peut-être fait face à des managers qui micromanagent et qui veulent tout contrôler, etc. Eh bien là, on peut voir à quel point santé mentale et leadership, en tout cas leadership à impact, sont liés, parce que c'est beaucoup plus difficile de travailler en équipe, de co-créer, d'être dans une dynamique positive pour créer des résultats, quand on a un leader qui a pas une bonne santé mentale. Alors, du coup, moi je me demande, et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça change, une leader bien dans ses baskets ? Ça change énormément de choses. Moi, j'ai envie de donner un exemple que je pense qui va parler beaucoup à nos auditrices. C'est l'exemple de la maman, qui pour moi est une merveilleuse leader. Quand, par exemple, et je vais prendre mon exemple personnel, quand moi je suis bien dans ma tête, dans mes baskets, quand je suis connectée à mes émotions, à mes valeurs, je suis vraiment en capacité de transmettre des choses à mon enfant, de l'accompagner dans ses devoirs,
de pouvoir lui inspirer peut-être une certaine confiance, de lui donner une certaine aussi autonomie qui permet à mon enfant de grandir. Mais alors, quand je suis sans dessus-dessous, parce que comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, on reste humaine aussi, alors là, c'est presque du grand n'importe quoi, j'ai envie de dire. Au contraire, je freine déjà, je suis pas bien avec moi-même, donc je suis pas bien avec mon enfant, et mon enfant n'est plus en mesure d'absorber des choses. Je pense aux devoirs qu'on peut faire quand on est énervé. L'enfant n'est pas en capacité d'apprendre si devant il a une maman qui s'agace parce qu'il bute sur des mots de sa poésie. Donc une leader qui est bien dans ses baskets, elle peut permettre à elle-même, mais aussi aux autres, de se développer. J'adore l'image de la maman leader. Et merci beaucoup pour ça. Je pense que ça va parler effectivement à beaucoup de monde. Moi, de mon côté, j'ai réfléchi à cette question et je me suis dit qu'une leader bien dans ses baskets, elle va être plus assertive. Donc, elle va distinguer plus rapidement ce qui est urgent et de ce qui est important. Et elle va réussir à prioriser là où les résultats vont payer. Du coup, elle va se sentir bien dans les différents aspects qui composent le bien-être, qui est le terreau fertile finalement d'un leadership à impact. Et c'est comme ça qu'elle va réussir à embarquer les autres. Elle aura plus d'ouverture d'esprit, plus d'énergie, plus de ressources pour gérer les difficultés et les imprévus. Et c'est aussi précieux parce que c'est avec une bonne base de santé mentale positive qu'on arrive finalement mieux à prendre du recul. Et prendre du recul, c'est aussi se dire dans son leadership que oui, le travail, aussi passionnant soit-il, reste un travail. C'est-à-dire une des composantes de notre vie et de notre bien-être, mais pas tout notre bien-être. Et ça, j'avais vraiment envie aussi de l'apporter à ce moment-là, dans ce sujet sur le leadership, et de passer un petit message là-dessus, parce que je le vois fréquemment avec des personnes que nous pouvons accompagner. Si vous sentez à un moment donné que le travail commence à prendre toute la place dans votre esprit, c'est vraiment le signe d'un potentiel basculement qui, à mon sens, va à coup sûr impacter aussi votre leadership, comme on l'a vu en fait dans ton exemple avant, Jenny. Du coup, je rebondis, Virginie, parce que je voulais savoir, moi, ce que vous pensez de pourquoi et comment la santé mentale peut basculer. Donc, moi, ce que j'observe, comment elle peut basculer, alors, il y a des facteurs quelque part externes et des facteurs internes. Alors, les facteurs externes, ça peut être déjà de travailler dans un environnement de travail qui est pas adapté, qui a des conditions qui sont pas humaines, ou alors de travailler avec des personnes toxiques. Je veux dire, c'est pas la plupart du temps, c'est pas une généralité, mais ça existe, on le voit. Donc ça peut être quelque chose. Ça peut être aussi une surcharge de travail. Donc ça, c'est un facteur externe. C'est-à-dire qu'on peut avoir des moments de surcharge de travail et très bien le vivre. Ça fait partie de tout job, de toute entreprise aussi, de savoir s'adapter. La question se pose une fois que la surcharge de travail est permanente. Et donc, comme tu le disais, que le travail commence à prendre en fait toute la place. Parmi les facteurs externes, il y a aussi ce qui peut se passer dans la vie qui soit traumatique, en fait, quelque chose de très difficile qui nous arrive, qu'on n'a pas choisi. Donc ça peut faire basculer, évidemment, la santé mentale. Et puis ensuite, il y a ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et là, je parlerai de surcharge émotionnelle. C'est quand on a notre sac à dos émotionnel qui se remplit avec toutes les émotions qu'on peut ressentir, mais qui n'est finalement jamais vidé. Et donc qui s'en retrouve surchargé et qui peut, à un moment donné, faire basculer, faire pencher la balance vers une santé mentale qui va beaucoup moins bien. Et pour moi, et ce que j'ai observé ces dernières années, c'est que le basculement peut vraiment arriver sans prévenir. Et je vois beaucoup de personnes qui sentent que ça ne va pas, qui disent que ça ne va pas, qui font le constat que ça ne va pas, et qui, en fait, savent pas trop comment le gérer ou restent dans cette situation. Et à un moment donné, le corps prend le relais et dit stop. Et c'est-à-dire que là, on voit bien le lien entre la santé mentale et la santé physique. Donc ça, c'est aussi un moment de basculement. Alice, tu avais peut-être quelque chose à ajouter. Oui, tout à fait. Moi, je pense aussi au schéma
qui se répètent et qu'on ne remet pas aux questions. Donc, je pense, par exemple, quand on reste coincé dans un mode de fonctionnement quotidien, bien souvent, qui n'est pas adapté ou qui est même assez nocif, voire toxique. Je pense, par exemple, à certaines croyances limitantes qu'on peut avoir ou bien de l'autocritique permanente, constante. Au bout d'un moment, ça finit par peser sur notre équilibre émotionnel et générer un mal-être qui peut être profond. Et aussi, après, un choc émotionnel. Tu as parlé d'événements traumatiques. Donc, je pense aussi à des situations de crise qu'on peut avoir à la maison ou au travail. Mais je pense aussi finalement aux événements qu'on peut rencontrer sur son lieu de travail ou même ailleurs. Je pense notamment au harcèlement ou à une pression trop lourde ou des remarques déplacées qui peuvent réactiver des traumas passés et qui peuvent faire basculer également. Et toi, Virginie ? Alors, je crois que l'essentiel est dit. Moi, j'aimerais peut-être juste apporter ce que j'observe assez fréquemment dans des séances de coaching, notamment. C'est parfois... on est dans une surcharge de travail, alors volontairement ou pas, suivant ce qu'on vit ou pas. Mais voilà, moi, ce que j'observe, c'est vraiment des personnes qui, petit à petit, vont être complètement obsédées par la to-do et elles vont finir par squeezer tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire au revoir la séance de sport qui était prévue à midi ou bien le déjeuner entre copines. Elles vont rester toute la journée en fait devant l'écran sans prendre de pause à midi, vraiment en mangeant devant son ordinateur, etc. Ou alors elles vont être sursollicitées et courir d'une réunion à l'autre toute la journée en sachant même plus en fait à la fin de la journée comment elles s'appellent, qu'est-ce qu'elles doivent faire, où elles en sont, etc. Et ça pour moi c'est un vrai problème d'ailleurs un peu sociétal, hein, qui je pense n'est pas lié que à l'individu, mais qui est vraiment qui embarque en fait dans la spirale du surmenage. Je vois des personnes qui perdent vraiment leur boussole intérieure petit à petit et qui peuvent se retrouver ensuite dans tous ces mécanismes que vous avez décrits, donc qui peut aller jusqu'à la dépression, hein, qui est quand même la première maladie en termes de santé mentale, et puis le burn-out aussi, qu'on voit de plus en plus quand même. Oui, et en fait, là, tu nous parles, c'est intéressant, tous ces exemples que tu donnes qui finalement sont autant de signaux qui peuvent alerter. Et donc, justement, on peut s'interroger et peut-être donner quelques pistes sur quels sont les signaux qui doivent nous alarmer. Alors, moi, j'ai noté ce que j'observe à la fois dans l'expérience individuelle de ma propre vie, mais aussi chez les femmes qu'on accompagne, c'est la perte de qualité de sommeil sur une période donnée et durable. Ça peut être aussi des pleurs répétés, c'est-à-dire pas de pleurer de temps en temps, mais de pleurer tous les jours, alors que avant on pleurait pas tous les jours. Donc parce qu'il y a des gens qui sont très sensibles et qui ont l'habitude de pleurer tous les jours, et c'est pas un problème de santé mentale. Mais là, je le dis, si vous voyez en fait un grand changement dans vos habitudes. Ça peut être aussi de voir les choses de façon systématiquement négative. C'est-à-dire que chaque événement ou chaque discussion ou chaque projet, en fait, vous avez le sentiment que ça devient un drame, que ça va forcément tourner au vinaigre, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est avoir la boule au ventre. Combien de fois on a coaché sur la boule au ventre ? C'est aussi se sentir nul et se critiquer constamment, se dégrader dans tout ce qu'on fait. Et puis ça va, et donc tu parlais de dépression, mais ça va jusqu'aux pensées suicidaires. Ça peut être aussi un des symptômes. Est-ce que vous voyez d'autres symptômes ? Moi, je trouve que tu as déjà bien, t'as déjà bien résumé pas mal de ces symptômes. Et je dirais que effectivement, une chose que j'observe aussi, c'est que souvent, quand on est dans cette spirale, vous pouvez vous sentir en fait très coupable de se sentir fatigué, déconcentré, de procrastiner, et que finalement, tout ce stress et cette culpabilité, déjà, vont empêcher la personne d'aller demander de l'aide, d'aller consulter, hein, comme on disait avant, par exemple, tout simplement. Et puis, vont pousser alors à continuer à stresser encore plus et à se mettre encore plus la pression, et ce qui va affecter encore plus le sommeil, l'estime de soi-même, etc. Et c'est là où vraiment on est dans cette spirale qui s'emballe et où ça peut devenir quand même très, très problématique.
Oui, et moi j'aurais juste envie de rajouter à tout ça, qui est déjà une belle liste, entre guillemets pour belle bien entendu, la perte d'intérêt pour des activités que l'on aimait autrefois. Donc si avant on avait une passion, mettons, pour la couture et qu'on aimait bien créer des choses, voilà, du jour au lendemain presque. Après, des fois ça peut être aussi graduel, mais on n'a plus envie de faire ça. Ça peut être aussi de la difficulté à se concentrer ou à accomplir des tâches du quotidien. Tout nous paraît vraiment épuisant, presque trop. Et puis l'isolement social aussi, on peut se replier sur soi et ne plus voir du monde. Et comme tu l'as dit si bien, Virginie, tout ça, ça entretient finalement ce déséquilibre et puis ce mal-être aussi. Et alors, à contrario, quels sont les signaux que tout va bien ? Eh bien, quand tout va bien, pour moi, il y a vraiment un équilibre qui se crée entre déjà les moments de stress et de détente. C'est-à-dire qu'on peut... on a une certaine flexibilité, une certaine agilité et on peut passer d'un moment peut-être mouvementé, agité, à un moment plus cool sans se sentir sans dessus-dessous, sans se sentir submergé. Et puis bien évidemment, on se sent davantage connecté aux autres, capable de communiquer aussi ouvertement, de maintenir des liens harmonieux et puis de s'adapter au changement. J'avais entendu dire une fois que la clé du bonheur, enfin ce qui rendait une personne la plus heureuse au monde, c'était sa capacité à s'adapter et à naviguer, à être le roseau en fait qui se plie mais se rompt pas. Et quand on va bien, on est vraiment pleinement là-dedans. J'adore cette image du roseau, elle me parle beaucoup et ça rejoint un peu ce que j'allais dire très rapidement, parce que je trouve que c'est vraiment... moi j'ai un peu balayé avant la leader qui se sent bien dans ses baskets, mais pour moi, je me suis posé la question à titre individuel, les moments où je pense j'ai le meilleur leadership et je me sens le mieux, c'est que en fait, à l'intérieur de moi, je me sens en confiance. Je me sens en confiance et je me sens en sécurité. Et du coup, j'ai l'impression que voilà, rien ne me résiste, que ça va être et ça se voit. C'est là où effectivement, forcément, on va avoir une autre attitude puisqu'on ressent ces émotions de confiance et donc le leadership va s'en trouver vraiment enrichi. Et puis aussi, je pense qu'une leader qui est bien dans ses baskets, elle peut, comme tu disais, être le roseau. Donc, elle peut vraiment supporter aussi des journées pas terribles, parce qu'il y en a toujours, et sans que ça parte au drame, en fait. Juste en sachant, voilà, c'est un jour sans, c'est OK, ça ira mieux demain, et continuer son chemin. Oui, j'ajouterais le fait d'être vraiment à l'aise, en fait. D'être à l'aise... évidemment sur tout ce qu'on connaît déjà, dans sa zone de confort, mais c'est aussi d'être à l'aise avec le fait qu'il y a des trucs qui sont pas dans notre zone de confort, qui sont plutôt dans notre zone de panique et on a peur, c'est normal. C'est d'être capable de décider, d'avancer, d'apprendre, d'échouer ou de faire des erreurs sans que ça devienne un drame absolu. Et puis, il y a pour moi une notion d'avoir envie, en fait. Avoir envie de vraiment d'incarner ses fonctions, avoir envie de travailler sur tel ou tel projet ou de faire une tâche en particulier dans la journée parce que ça, c'est vraiment le truc qu'on adore faire. C'est vrai que quand on n'est pas en santé mentale, en fait, on perd le goût de tout ça. Donc même ce qu'on aime profondément en vrai, on le ressent plus. Ça devient difficile, ça devient too much. C'est la montagne à chaque chose à faire. Et donc, ça, c'est le signe que tout va bien. Donc, finalement, quand tout va bien, c'est pas que tout est beau et qu'il y a des arcs-en-ciel et des bisounours et des papillons partout. C'est simplement qu'on vit le 50-50 de la vie et qu'on le vit bien, en fait. Les bons moments, on en profite. Les moments plus difficiles, on fait avec. Parfois, c'est chiant, mais on les dépasse sans que ce soit un drame. Toutes les personnes qui nous écoutaient aujourd'hui et qui vous dites peut-être tiens, je me reconnais dans certains trucs ou peut-être je me reconnais carrément. On s'est posé cette question ensemble avec Alice et Virginie, c'est que peut-on faire quand on ne se sent pas en pleine santé mentale et notamment que ça impacte nos fonctions, que ça impacte notre leadership. Donc, que peut-on faire, les filles ? Moi, je me suis posé la question en tant que coach. Et je me disais qu'en premier lieu, en fait, il faut déjà le repérer.
parce que, comme on disait tout à l'heure, on ne voit pas toujours comment ça se profile. Et donc, à mon sens, on peut le repérer avec 3 questions simples que vous pouvez vous poser en début de journée. Sur une échelle de 0 à 10, à combien est mon niveau d'énergie aujourd'hui ? Sur une échelle de 0 à 10, à combien est mon niveau de stress aujourd'hui ? Et puis, tout simplement, comment je me sens aujourd'hui à l'idée d'aborder ma journée. Et si vous voyez que les notes ont toutes dépassé 6 et que l'émotion, c'est encore du stress, toujours du stress ou autre, et que ça se répète de jour en jour, comme on le disait, c'est pas, bien sûr, des jours comme ça, en fonction de ce que vous vivez, il y en aura toujours, mais si vraiment c'est quelque chose de chronique, là, je pense que là, vous êtes en train de repérer ce fameux moment où ça peut basculer. Et une fois qu'il est repéré, je pense que l'essentiel, c'est de ne pas rester dans son coin avec cette petite culpabilité ou autre, et de vraiment aller consulter. C'est un vrai problème de santé, comme on l'a dit, de santé publique. J'ai adoré l'image d'Alice au début de ce podcast. Si on se blesse au genou, au coude, on va aller consulter. Si on a très mal au ventre, on va y aller. Là, c'est pareil, il faut pas attendre. Pas hésiter non plus à s'arrêter. Si notamment votre médecin vous le prescrit. Ô combien de femmes ne le font pas, en tout cas, dans celles qu'on peut parfois accompagner. Et voilà, je voudrais juste passer le message ici qu'il n'y a rien d'honteux ou de gênance à s'arrêter. C'est comme ça. C'est s'arrêter pour mieux repartir. C'est prendre soin de sa santé, c'est prendre soin de sa carrière et de son leadership aussi, sur le long terme. Donc ça me paraît important. C'est vraiment pas un aveu de faiblesse. Bon, et puis vous vous en doutez, ensuite, évidemment, pour moi, ça va être essentiel de se faire accompagner aussi à travers le coaching. C'est formidable d'être aidé, accompagné dans des outils qui vont à la fois permettre de prévenir ce basculement, qui va aussi permettre d'accompagner à reprendre pied quand on a eu un gros basculement, un gros burn-out, un gros arrêt et qu'on veut se relancer. Voilà, pour moi, c'est un outil formidable qui devrait être prescrit par l'OMS, bien sûr. Ouais, et de la même manière aussi que quand, si mettons, on se foule la cheville, on va se lâcher la grappe et on va peut-être pas aller tondre la pelouse ou faire de la corde à sauter dans la seconde. Je pense qu'on peut aussi s'autoriser à juste faire ce qu'on peut faire et c'est déjà très bien. Voilà, dans ces moments-là, je pense que être un peu plus cool et plus sympa avec soi qu'à l'ordinaire, c'est c'est vraiment essentiel, voire primordial. J'adore et je ne peux qu'acquiescer. J'ajouterais que une des choses qu'on peut faire après ce que vous avez dit et qui me semble essentiel, que je partage en absolue priorité, consulter et puis également se faire coacher, je dirais apprendre à écouter son cœur et son corps. Et vraiment respecter en fait ce qui est dit, parce que bien souvent les problèmes de santé mentale, notamment qui se déclarent au travail, parce que j'ai lu en préparation de ce podcast pas mal de chiffres sur le fait que il y avait beaucoup d'épuisement, de plus en plus d'épuisement professionnel et de problèmes de santé mentale liés directement au travail. Et ce qu'on peut faire, c'est vraiment écouter ce qui se passe à l'intérieur, parce que à part quand on a un énorme choc, et donc que le problème de santé mentale peut arriver du jour au lendemain, la plupart du temps quand même, ça arrive au fur et à mesure. Et donc si on est à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi, et c'est vraiment quelque chose qu'on apprend à faire notamment dans le coaching, apprendre à écouter, accueillir ses émotions, apprendre avec Sensé, on travaille beaucoup aussi à apprendre qu'est-ce que mon corps me dit en fait. On peut repérer en fait ça plus vite, un peu comme les questions que tu poses, Virginie. Et une fois qu'on repère, c'est comme ça qu'on peut vraiment s'en emparer. Donc je dirais que ça c'est vraiment essentiel. Et je trouve qu'en France on parle pas assez de la médecine préventive, mais finalement ce sont quand même des médecines millénaires qui existent en Chine, en Inde, etc. Mais ça fait partie en fait de la prévention. D'avoir un peu d'avoir la capacité à vraiment bien se connaître pour éviter ça. Et donc on voulait finir en vous donnant quelques tips sur comment nous chacune on prend soin de notre santé mentale, puisque mieux vaut prévenir que guérir. Et donc alors je vais commencer. Moi je dirais qu'un truc que je vous conseille et que je m'octroie chaque jour, c'est d'avoir un moment pour vous.
dans la journée. Et quand je dis un moment pour vous, c'est pas un moment pour faire quelque chose où il y a quelque chose à accomplir, mais vraiment un espace dans lequel vous pouvez être qui vous voulez, faire ce que vous voulez ou ne rien faire, mais qui vous appartiennent. Parce qu'on est dans un monde dans lequel il y a tellement de choses à faire, tellement de cases à cocher, qu'on s'octroie rarement ce temps-là. Et en fait, finalement, cet espace-là, il permet la prise de recul, il permet la respiration, il permet d'entendre ce qui va peut-être pas, et donc de s'en emparer plutôt que de laisser les choses pourrir. Donc voilà, ça c'est vraiment mon tips. Et donc, moi, en ce moment, ce que je fais, c'est... j'ai vraiment eu du mal à trouver ce temps-là dans mes journées. Donc maintenant, je l'ai mis le matin avant que tout le monde se réveille. Et c'est un temps dans lequel je fais ce que j'aime, c'est-à-dire la méditation, parfois un peu de yoga, parfois un peu d'écriture. Et pendant très longtemps, ça a été rien de tout ça. Ça a été lire quelques pages de mon roman. Et c'était aussi génial parce que c'était un moment que je m'octroyais pour moi. Donc voilà, ce sera mon tips de la fin. Pour moi, c'est un endroit où je peux juste soit observer le ciel et les oiseaux et en fait pas essayer au maximum de ne pas réfléchir, c'est-à-dire juste de poser mon regard sur l'horizon. Donc ça, souvent, pour moi aujourd'hui, c'est me promener dans la nature. Et ça, je le fais finalement, peu importe, comme disait Virginie tout à l'heure à juste titre, quand on n'est pas vraiment bien, on va squeezer le déj, le sport, etc., etc. Et moi, en fait, j'ai vraiment appris à honorer ces moments comme des rendez-vous ultra importants. Parce que souvent, quand on a rendez-vous avec quelqu'un, on n'ose pas l'annuler. Par contre, quand c'est un rendez-vous avec soi, eh ben, généralement, ça passe à la trappe. Donc, ce que je fais, si j'ai pas vraiment le temps ou autre, c'est juste que je raccourcis. Mais je prends quand même ce temps. Et puis, à d'autres moments où j'étais un peu plus citadine, c'était m'asseoir à la terrasse d'un café et juste regarder les gens passer. En fait, juste laisser mes yeux se balader. Et en fait, il y a quelque chose qui est relié à notre système nerveux là-dedans, c'est que quand on élargit sa vision, on fait passer le message à son système nerveux qu'on est en sécurité. Et donc, en fait, il se passe plein de choses extraordinaires dans son corps. Donc, voilà, d'où le double intérêt d'être dans la nature ou à la terrasse d'un café ou autre, et juste de laisser son esprit et son regard vagabonder. Pour moi, ça va dans les moments un peu plus difficiles. Alors ce que j'ai toujours fait et que quand j'étais en entreprise, comme maintenant où je suis un peu plus souvent en télétravail, c'est m'aérer. Aller marcher un petit peu, prendre l'air, comme tu disais, regarder le ciel ou autre, parce que ça permet vraiment c'est une prise de recul physique. Du coup, ça ne permet que cette prise de recul émotionnelle aussi vis-à-vis du travail. C'est des moments aussi où je m'entraîne à me rappeler que, ok, tout ne va pas s'écrouler, le monde ne repose pas sur mes épaules, ça ne peut pas être aussi grave que ça. Ça, c'est des choses qui m'aident. Après, moi, de mon côté, il y a deux autres choses. Dans les moments où je sens que c'est compliqué pour moi, émotionnellement, je vais avoir une tendance au repli. C'est la fameuse insécurité intérieure aussi qui fait ça. Or, je sais que ce qui va vraiment me faire du bien, c'est tout l'inverse. Donc maintenant, je me fais un peu violence. Je contacte des amis, des proches, des gens qui, je sais, m'aiment et d'échanger avec eux et de profiter de cette relation me remet toujours beaucoup, beaucoup de baume au cœur. Donc ça, c'est un petit produit magique. Alors, si jamais des amis m'écoutent, merci d'être toujours là. Et le dernier tips auquel j'avais pas pensé au début, mais qui me vient maintenant, dans les moments un peu compliqués, je chante beaucoup. C'est-à-dire que je mets une musique, parfois même dans la rue, je vous avouerai, et une musique volontairement très joyeuse, quoi, qui me motive, ou très challenging si j'ai besoin de faire quelque chose de difficile. Et ça, c'est vraiment un moment qui peut complètement faire basculer mon état d'esprit d'une minute à l'autre dans une journée. Donc évidemment, je ne pense pas que c'est le tips magique quand on est, encore une fois, si vous vous sentez pas bien de façon répétée et chronique, il n'y a pas 20 000 solutions, il faut s'arrêter, aller consulter. Mais ça, c'est quelque chose qui, voilà, moi, me fait pas mal de bien et que j'avais envie de vous partager. Tin, 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 tin. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Merci à vous, Virginie, Alice, pour cette conversation. Merci à vous pour votre écoute.
Et si l'épisode vous a plu, soutenez-nous en le diffusant aux femmes autour de vous et en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Pour en savoir plus sur nos formations et programmes, rendez-vous sur notre site jennychamas.com ou venez discuter avec nous sur Instagram et LinkedIn parce qu'on adore vous parler. Et rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt!